Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Avant de démarrer le sujet, Marie-Ange et moi voudrions vous remercier pour les appréciations que vous laissez, ainsi que votre soutien, afin d'encourager notre travail. Je vous invite à continuer, à cliquer sur un doigt levé, à laisser des commentaires, à partager les vidéos. Alors cela valorise notre implication quant à la transmission des connaissances dans ces domaines que sont l'énergétisme, le magnétisme, le développement personnel, le bien-être et les traitements d'accompagnement. Vous bénéficiez sur cette chaîne de séances d'auto-hypnose, de sophrologie ainsi que de méditation de pleine conscience. Il y a aussi des séances de MDR, de cohérence cardiaque et de FT. Alors de même, vous avez la possibilité d'écouter des musiques que nous élaborons et ceci gratuitement. Vous bénéficiez de toutes ces bonnes choses parce que vous nous aidez par votre présence et par votre participation. Plus vous serez nombreux et plus cette chaîne participera au bien-être et à la transmission des connaissances utiles et non futiles. Alors ça, c'est une petite boutade au passage, parce que beaucoup de praticiens dans ce milieu accordent plus d'importance à ce qui est futile en pensant sérieusement que ce qui est futile est utile. Passons à présent au sujet de cette vidéo. Voici les clés pour une bonne compréhension du magnétisme et de l'énergétisme. Nous parlons tous du magnétisme, de l'énergie universelle, de l'énergétisme, etc. Savons-nous exactement de quoi nous parlons? Selon les postulats courants acceptés, nous possédons tous du magnétisme. C'est ce qui nous permet de vivre et d'effectuer nos activités, et c'est ainsi grâce à cette force vitale que notre corps peut fonctionner efficacement et d'une manière autonome en ce qui concerne les fonctions vitales. Cette énergie est essentielle au maintien de la vie, du bien-être et de la santé. Elle est sous-jacente à toutes les fonctions et à toutes les actions. Nous utilisons tous cette force vitale ou magnétisme, et ceci inconsciemment, sans y penser, instinctivement, sous la forme d'impulsions nerveuses. Ce qui revient à dire que tout être vivant possède cette puissante énergie. Il n'existe pas de chose vivante qui puisse l'être hors de cette énergie vitale. C'est pour cette raison qu'elle est nommée à tort énergie universelle. Il est évident que la dénomination qui conviendrait le mieux pourrait être énergie de vie. Je pense que ce serait plus proche de la réalité. En conséquence de quoi, si nous acceptons ce fait, la question suivante peut se poser. Si cette énergie est utilisée inconsciemment pour les fonctions vitales et aussi pour les actes volontaires, est-il possible de l'utiliser consciemment pour aider des personnes souffrantes de douleurs ou de maladies? Afin de bien comprendre ce postulat, voyons comment les concepts sur cette capacité ont été modelés par l'histoire des hommes et des peuples. Durant des millénaires, par observation, par tâtonnements successifs, l'homme s'est rendu maître de cette capacité et a réussi à développer des méthodes et des techniques. Des méthodes et des techniques permettant l'utilisation de cette énergie vitale ou de ce magnétisme afin de s'en servir dans divers buts. Soulager des souffrances émotionnelles, aider à réduire le temps de guérison de certaines maladies et aussi à donner un coup de pouce pour soulager des douleurs diverses. Ceux qui avaient du temps à consacrer à ces recherches, bien entendu, ont acquis le plus d'expérience et, de fait, ont développé cette capacité, et ceci en effectuant beaucoup d'exercices
ils ont réussi à intensifier cette énergie en eux et à en faire usage dans le sens de l'aide aux personnes qui en avaient besoin. Ils se sont distingués des autres personnes qui n'avaient pas le temps à consacrer à ces recherches et exercices, ou alors qui n'y croyaient pas. C'est pour cette raison que nous trouvons plus de praticiens et de personnes ayant développé cette capacité chez les prêtres, les moines, les méditants et les chamans. Alors ici, je m'arrête sur ce mot. Le mot chaman, c'est un mot emprunté au langage Tungus. Tungus, il prononce ce mot shaman. Ce mot chaman veut dire moine en langage Tungus. Alors la langue Tungus est à rechercher dans les zones montagneuses comprises entre la Russie et la Chine. Donc ceux qui se dénomment chamans se qualifient de moines simplement. Par la suite, des corporations se sont ainsi créées, nommées thérapeutes, du mot grec ancien thérapeutes, qui veut dire celui qui soigne. Ces corporations existaient en Égypte au 1er siècle avant l'ère chrétienne, une caste semi-monastique. Cette corporation mettait l'accent sur la vie contemplative. Les thérapeutes étaient particulièrement importants dans les environs d'Alexandrie. Ils occupaient aussi d'autres régions du monde. Alors vous trouverez dans les œuvres de Philon, et là je donne le titre, de la vie contemplative, des références à cette corporation. Il n'avait aucun rapport avec la secte des Esséniens. Les sources des informations que je donne sont issues du dictionnaire de l'encyclopédie du judaïsme chez Robert Laffont. Il est évident que ceux qui avaient travaillé longuement à développer cette capacité ne souhaitaient pas la partager avec l'ensemble de la population dans laquelle ils vivaient. S'ils dévoilaient les méthodes, ils perdaient leur notoriété et le pouvoir sur la masse des gens qu'ils souhaitaient dominer. C'est ainsi qu'ils inventèrent les croyances suivantes. Pour pouvoir utiliser cette capacité, il fallait être choisi et ensuite être initié. Ce qui revient à dire recevoir un enseignement d'un maître en la matière qui, lui, avait été choisi par une grâce supérieure dans le sens que cette grâce lui fut accordée par révélation divine ou ancestrale, etc. C'est encore d'actualité lorsque les guérisseuses prétendent posséder un don ou pouvoir ou avoir des secrets qu'ils ne peuvent transmettre que sous certaines conditions très particulières. Alors, c'est ainsi que naquirent les groupes de thérapeutes. D'autres individus, sous l'effet de drogues hallucinogènes, prétendaient et prétendent toujours être investis de pouvoirs surnaturels ou être habités par des entités supérieures qui les guideraient dans certains actes de guérison ou dans des rituels miraculeux. Ce sont ces fameux chamans qui se définissent comme prêtres, moines, guérisseurs et aussi devins. C'est ceci essentiellement dans certains peuples du nord de l'Asie, en Mongolie, de l'Amérique du Nord, mais aussi de l'Amérique latine, et cependant aussi en Afrique noire. Toutefois, si nous reprenons le début de notre conversation, nous avions accepté que le postulat que cette énergie est vitalisante et qu'elle vitalise sans exception l'ensemble des êtres vivants qui se meuvent, qui bougent. Autrement dit, cette énergie est bien accessible à tout le monde, du simple fait qu'elle est utilisée pour vivre, bouger, penser, etc. Par vous, par moi, par les animaux, et même, semble-t-il, par les plantes, du fait qu'elles réagissent admirablement bien au magnétisme. Vous pouvez en faire l'expérience. Magnétiser une plante et vous verrez qu'elle en tirera un profit. Elle manifestera une forte vitalité et de belles et magnifiques feuilles. Et pour autant, vous n'êtes pas chaman, vous ne portez pas une robe de moine, de prêtre, et vous ne prétendez pas avoir un don ou un pouvoir par la grâce d'une entité angélique ou divine. Vous irradiez simplement cette énergie avec une belle et bonne intention, sans prétendre descendre de la cuisse de Jupiter ou avoir été désigné par le doigt sélectif, doué de supériorité et de capacité surhumaine, provenant d'un au-delà hypothétique.
Il y a une contradiction de taille dans l'affirmation que l'énergie utilisée est universelle et soutenir, dans le même temps, qu'elle n'est utilisable que par une élite désignée et adoubée. C'est comme reconnaître que l'air est une ressource universelle pour la vie et que l'utilisation de cette dernière est réservée à une seule catégorie de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, avec les connaissances et l'éducation, nul n'est dupe, et que la logique de l'observation et de l'analyse rationnelle replace les choses à leur place et dans l'ordre des lois naturelles. Il n'y a pas d'humain qui soit en mesure de transgresser les lois universelles. C'est impossible. Et ces lois universelles et naturelles sont intransgressables par des pouvoirs dits spéciaux ou miraculeux dont certains seraient doués. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois, attraction, répulsion, etc. Si la transgression était possible, pensez bien que le chaos régnerait rapidement. Utiliser l'énergie par tout un chacun est tout aussi naturel que le fait de respirer. Affirmer l'inverse, c'est réfuter l'universalité des lois cosmiques qui permettent la stabilité de notre univers. La nature est identique pour chaque être vivant. Pareil pour tous les êtres humains. Seules les cultures et les croyances créent des différences, des différentes approches ou concepts des choses. Les points de vue sont peut-être différents, l'énergie reste identique à elle-même. Finalement, les méthodes et techniques permettent d'utiliser l'énergie vitale ou magnétisme, sous forme naturelle. Toute personne désirant apprendre ces méthodes et techniques peut le faire et devenir très performante par le travail, la recherche, l'observation et l'expérimentation. Cependant, pour approcher un concept aussi noble, il est nécessaire de le faire avec humilité, avec l'humilité, je dirais, de ceux qui demandent à évoluer, à s'adapter, et cela demande une vision claire quant aux véritables motivations qui sont les facteurs déclenchants. Alors, il est aussi évident que dans les méthodes et techniques proposées dans les stages de formation, il y en a de sérieuses, basées sur des connaissances concrètes et sur une véritable compétence acquise par des expériences pratiques au contact de nombreux consultants, et d'autres méthodes moins sérieuses et parfois assez burlesques, pour ne pas dire extravagantes. Dans le milieu des guérisseurs, magnétiseurs et rebouteux, distinguer l'ivraie du bon grain est une chose très, très difficile. La prochaine vidéo sera consacrée à la compréhension de cette énergie vitale. Comment se diffuse-t-elle dans les organismes? Comment se transforme-t-elle pour vivifier les corps vivants? Comment est-elle utilisée par les organismes? Et qu'est-ce qui en détermine la qualité? Je vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre ici sur cette même chaîne. Pensez à cliquer sur un doigt levé, à vous abonner et à laisser un commentaire. Merci.